Voilà, bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire CCI Alsace Eurométropole. Je suis Karim Jafour, conseiller d'entreprise à la CCI, spécialisé en digital, dans un pôle mutation digitale, et j'ai eu le plaisir d'organiser ce nouveau webinaire sur le référencement, donc 10 quick wins SEO à appliquer demain sur votre site web. Donc on va apprendre euh, vraiment des actions concrètes pour améliorer son référencement avec Dan Bernier, donc qui est un spécialiste du référencement, l'agence 410 Gaune Alsace. Il se présentera plus en détail. Je vous rappelle juste quelques informations pratiques. Donc, on en a pour une demi-heure, 40 minutes de présentation de Dan. À la suite de sa présentation, il pourra répondre à des questions. Donc, vous pouvez saisir vos questions dans le chat, par écrit. La session est enregistrée. Elle sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de la CCI. Je vous enverrai le lien à l'issue du webinaire. Et puis, juste rajouter quand même, mais Dan en parlera, que on a une petite nouveauté là pour ce webinaire, c'est l'audit live. Donc, vous pourrez proposer votre site à auditer à l'issue de la présentation de Dan, mais on vous en reparlera. Voilà, je reprendrai la parole en fin de présentation et puis je laisse la parole à Dan. Voilà. Merci beaucoup, Karim. Alors, je vois qu'il y a du monde là qui commence à arriver. On va peut-être attendre 2-3 minutes maximum, puisque les personnes en retard ont toujours tort, hein, comme vous le savez. Voilà, donc je vais me présenter assez vite. En tout cas, je suis très content d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup, Karim, pour la petite présentation. Je vais vous enchaîner juste après une présentation un peu plus complète et évidemment entrer dans le vif du sujet. Oui, donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Karim va regrouper tout ça et puis on en parlera à la fin, enfin pas tout à fait à la fin, mais juste avant les audits. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais avoir plein de choses à vous dire, bien sûr, et très heureux d'être là, évidemment. Et voilà, n'hésitez pas aussi à échanger entre vous, hein, si vous avez la réponse à une question qui est posée, pour lequel voilà, la réponse est peut-être un petit peu plus complexe, n'hésitez pas à échanger entre vous. Et voilà. Ok, et ben je vais lancer la présentation. On est parti avec donc 10 quick wins SEO à appliquer demain sur votre site web. Et je vais donc me présenter. Je suis Dan Bernier, voilà, consultant SEO senior. Donc, je travaille dans le SEO depuis 2006 et je suis évidemment passionné par le SEO. J'en parle en long, en large et en travers. C'est vraiment un sujet qui me passionne énormément. Et mon mantra, ma spécialité à moi, c'est l'analyse comportementale, c'est-à-dire que je m'intéresse à la manière dont les internautes utilisent les moteurs de recherche et les sites web pour essayer d'améliorer un petit peu tout ça. Certains d'entre vous me connaissent peut-être en tant qu'ambassadeur Alsace du SEO Camp et notamment organisateur du premier SEO Camp Strasbourg. Donc, je me permets de faire un petit peu de promo parce que c'est bientôt, le 10 février précisément. Et puis à côté de ça, voilà, j'interviens beaucoup dans des conférences, des webinaires en tant que consultant. Et puis depuis quelques temps, je suis cofondateur de l'agence 410 Gone Alsace. Donc c'est le pôle Alsace de 410 Gone. Voilà, je vous ai mis quelques petits visuels pour repérer. C'est l'association évidemment. L'actu web, c'est notre émission du vendredi. Hop la vie, c'est un autre événement que j'avais organisé. Le NDD Camp. Et puis voilà. Ok. Alors petit Hartung pour ceux qui parlent allemand couramment comme moi. Voilà, donc dans ce webinaire, il n'y aura pas de WordPress, il n'y aura pas de PrestaShop, il n'y aura pas de Magento, il n'y aura pas de code HTML ou de script PHP révolutionnaire, il n'y aura pas de prompt chat GPT, donc Mocondu bien sûr, il n'y aura pas de lien d'affiliation pour demain grâce à une formation à 99 € être premier dans Google, c'est pas du tout ça. Dans cette conf, le but, c'est en 10 tips, vous donner des moyens actionnables demain sur votre site, qui soit avec n'importe quel CMS utilisé, n'importe quel système que vous puissiez activer. Les astuces, vous allez voir,
peut-être, si vous vous intéressez au SEO, si vous connaissez le sujet, vous allez dire: «Ah mais c'est simple, on nous le dit tout le temps». Oui, mais quand on le fait, on voit que c'est terriblement efficace, donc vous allez voir qu'il y a des choses vraiment intéressantes. D'autres petites, astuces peut-être auxquelles vous avez jamais pensé et qui sont, finalement, extrêmement puissantes. Et puis enfin, bah, voilà, c'est 10 conseils en forme de checklist et puis ça va devenir un petit peu votre checklist au réveil. Voilà ce que je dois faire tous les matins, sur mon site pour booster. Et ben, on est parti! Alors, le SEO, c'est compliqué. Je vous ai mis la petite définition Wikipédia. Donc, le SEO, Search Engine Optimization ou référencement naturel, consiste à optimiser un site web afin qu'il obtienne la meilleure visibilité possible dans les résultats naturels des moteurs de recherche tels que Google, Bing ou Qwant. Et peut-être vous le savez, des milliers de critères sont à prendre en compte. C'est compliqué. Notre webinaire ne dure que 1 heure, donc on ne va pas énumérer tous les critères, on va plutôt la jouer simplement. Voilà ce qu'on va faire. On va mettre du contenu sur le site, on va améliorer la balise title et la balise métadescription, on va ajouter des liens internes, mais aussi des liens externes, je vais vous parler de ça. On va parler de la balise H1 et des sous-titres. On va s'intéresser aux images, à la vitesse de chargement des pages. Et puis, si vous avez un article de blog ou si vous avez des articles de blog, je vais vous donner the astuce qui marche vraiment à tous les coups. Si vous êtes plutôt sur un site e-commerce, the astuce numéro 2. Et si vraiment vous ne savez pas quoi faire en plus, je vais vous donner the meilleure astuce of the top et vous allez voir que ça va vachement vous intéresser. Et meilleure astuce of the top que vous pouvez activer à midi aujourd'hui ou demain à 8 h du matin sur votre site, sans problème. Ok, on est chaud. Alors je fais juste une petite parenthèse, c'est que je vois pas le chat. Donc ceux qui me trollent en direct ou qui me posent vraiment des questions sur le moment, je les vois pas du tout. Donc on verra ça après coup. Carib, c'est normal que je vois pas le chat ou pas? C'est normal. Donc c'est moi qui D'accord. vois, qui ai une vue sur l'ensemble des questions. Pour l'instant, il y en a pas, mais voilà, comme Ok, dit, je regrouperai tout ça et on prendra ça à la fin. ok. Ok. Merci beaucoup. Voilà. Et ben on est parti alors. Alors, mettez du contenu sur votre site. C'est tellement évident qu'on oublie trop souvent l'importance en fait du contenu. Peut-être que vous connaissez cette phrase qu'a dit Bill Gates en 1996, donc bien avant l'existence même de Google, Content is King. C'est pas une invention, c'est vraiment quelque chose qu'il a dit parce qu'il avait cette vision, on va dire, que le contenu allait devenir vraiment important. Alors, petite précision sur cette phrase, il parlait du contenu au niveau global, donc contenu texte, contenu photo, contenu vidéo, voire tout autre type de contenu. Et moi, ce que je vous propose, c'est de mettre du contenu plutôt textuel. Vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais l'objectif de Google, c'est de fournir la meilleure réponse à l'internaute. C'est son but en fait dans la vie à Google, c'est d'être le meilleur sur la réponse qui est fournie. Et pour ça, il a besoin de contenu en fait. S'il n'y a pas de contenu, Google ne peut quasiment pas fonctionner. Il faut imaginer que chaque requête qui sont tapées par les internautes dans le moteur de recherche, bah, c'est rien de plus qu'une question en fait. C'est une question que l'internaute se pose. Parfois, ça peut être vraiment des questions posées avec des points d'interrogation à la fin, et parfois, une requête invite en fait à une réponse qui est souhaitée. Donc, la première chose à faire, c'est vous avez un site, ajoutez un blog dessus en fait. Ajoutez un blog, ajoutez des articles. Chaque article, une question. Le contenu, c'est la réponse. Voilà. Ça peut paraître basique, mais ça fonctionne parce que vous allez vous intéresser en fait aux questions que se posent vos cibles et vos internautes, et ça va beaucoup les intéresser. Si vous ne pouvez pas ajouter un blog ou que vous n'avez pas envie, que vous en avez déjà un, bah, il y a une autre astuce, c'est ajouter une page FAQ. Donc le Frequently Asked Question, c'est quelque chose qu'on retrouve sur beaucoup de sites. Très souvent, on met voilà, les questions qui nous prend un peu la tête. Bah, réfléchissez un petit peu à ce qui intéresse vraiment vos internautes, vos cibles, et mettez vos questions-réponses dedans. Ne parlez pas uniquement de vous, parlez à vos cibles. C'est ça qui est important. Bien sûr, c'est important de dire ce qu'on fait, mais intéressez-vous à vos cibles. Et là, vous allez voir que vous allez créer de l'intérêt, et ça va intéresser Google aussi. On n'oublie pas que Google, Bing, Courant à moindre mesure, c'est votre passerelle vers l'internaute. Donc,
parlez-lui pour parler à l'internaute. Deuxième astuce que vous allez pouvoir mettre demain en place sur votre site web, c'est la balise title, la balise titre et la balise métadescription. Vous le savez peut-être, peut-être pas, la balise titre, c'est un des principaux critères en SEO qui fonctionne, qui est voilà, une réalité pure et simple, alors que la métadescription, ce n'est pas un critère SEO. C'est-à-dire que remplir la métadescription n'améliorera pas votre positionnement, ne rendra pas votre site plus visible. Par contre, là où ça va intervenir, c'est sur l'interaction que pourrait avoir l'internaute sur votre site. Pourquoi? Le titre et la métadescription, c'est ce que voit l'internaute quand il tape sa requête dans la liste de résultats. Donc c'est la première chose qu'il voit de votre site, avant même de cliquer sur votre lien. Donc c'est hyper important, c'est fondamental. Il y a deux petits problèmes, on va dire, c'est que c'est limité. Donc la balise titre, elle est plutôt limitée à 70 caractères, espace compris, donc il faut être quand même efficace. Alors que sur la métadescription, on est plutôt limité, voilà, entre 230 et 200 caractères. Donc voilà, il faut essayer de vraiment être punchy, quoi. Le titre, faut être accrocheur, faut être précis, faut être unique. Donc ça, c'est un critère, faut vraiment le respecter. Vous devez, sur toutes les pages de votre site, avoir des titres uniques. Donc ne mettez pas sur tous vos titres achetez mon produit. C'est pas ça qui est important. C'est vraiment de mettre le titre de votre page et d'essayer d'être unique. Sur la métadescription, on a un peu plus de possibilités, on va dire. Donc, utiliser des mots-clés pertinents qui appellent à l'action, genre venez découvrir, venez trouver ici une promo ou voilà, intéressez-vous à ça. Donc, ça, c'est vraiment important. Et puis, pour votre cible, évidemment, si vous avez fait ce travail d'identification au préalable, si vous ne l'avez pas fait, ben, je vous invite à le faire. Ne négligez pas vraiment cette première interaction qui est très importante. On n'oublie pas que l'internaute peut être amené à cliquer sur votre site et repartir après, revenir, repartir, revenir. Ça peut arriver plusieurs fois avant de vous contacter. Donc vraiment prenez ça en compte. C'est très important. Troisième astuce, ajoutez des liens internes. Donc un lien interne, c'est quoi? C'est rien de plus qu'un lien entre deux pages. C'est basique, c'est simple, mais parfois on oublie la simplicité. Donc c'est important parce que ça va permettre en fait à Google et aux moteurs de recherche de manière globale à comprendre en fait la manière dont est organisé votre site et organiser vos pages. Donc ça c'est important. Pour l'internaute, il y a un autre aspect, c'est qu'un lien interne, ça lui permet tout simplement de naviguer sur les pages. Naviguer sur les pages, il peut le faire par le menu, il peut le faire par les éléments qui se trouvent sur le côté de la page ou en bas de la page, mais il pourrait aussi le faire via ce qu'on appelle les liens contextualisés, donc les liens qui sont à l'intérieur des textes. Ces liens-là, je ne vous fais pas un cours SEO complet, mais ces liens contextuels, ils sont beaucoup plus puissants, ils auront plus d'intérêt pour les moteurs de recherche et notamment Google. Et ensuite, un lien entre deux pages de la même thématique, qui parlent de la même chose, et ben c'est plus puissant qu'un autre. À nouveau, il y a beaucoup de choses à savoir sur le sujet, mais si vous faites déjà ces deux choses-là, vous allez considérablement améliorer, on va dire, la puissance brute de vos pages. Ça, c'est très important. Alors un petit topo par rapport au taux de rebond, parce que souvent c'est un indicateur qui est assez mal compris. Certains et certaines pensent que c'est un mauvais indicateur. C'est pas un bon ou un mauvais indicateur. C'est vraiment un indicateur qui permet de donner un indice en fait sur la situation, mais c'est pas forcément mauvais. Voilà. Donc, le taux de rebond, tout simplement, ça mesure le pourcentage de personnes qui arrivent sur le site et qui le quittent sans faire aucune action. Bon, vous allez me dire, bon, bah, c'est pas bon, quoi. L'internaute, il arrive et il s'en va tout de suite, c'est pas bon. Et ben, en fait, ça dépend. Ça dépend. Je suis SEO, je dis ça dépend. Évidemment, l'internaute, il tape par exemple numéro de téléphone de mon médecin généraliste le plus proche. Le premier résultat affiche les horaires et on va dire le numéro de téléphone de votre cabinet. Il clique sur le lien, il n'a rien fait, s'affiche devant lui le numéro de téléphone, il n'a rien besoin de faire, il a le numéro de téléphone, il ne reste plus qu'à appeler. Et donc il va quitter le site. Et on pourrait se retrouver dans cette situation avec une page qui a un taux de rebond à 100%. Donc vraiment, tous les internautes qui passent sur la page la quittent automatiquement sans avoir cliqué sur rien. Et ben c'est pas grave parce que l'internaute a trouvé l'information qui l'intéressait. Après, les moyens que vous pourriez avoir pour traquer cette information à travers le téléphone, ça c'est une autre question. Mais un taux de rebond à 100% n'est pas forcément mauvais.
Là où ça peut être mauvais, et je termine là-dessus parce qu'il y a vraiment beaucoup d'exemples sur le sujet, c'est que vous avez rédigé un contenu long, complexe. Voilà, vous avez fait travailler vos rédacteurs, vos rédactrices sur un sujet qui n'est pas forcément évident. Le contenu est très long, vous avez vraiment travaillé votre page avec des images, des appels à l'action, des listes. Et en fait, là, vous avez un taux de rebond qui est à 90-95%. Bah, ça veut dire que l'internaute, il scrolle même pas jusqu'en milieu de page et même pas jusqu'au bas de page. Donc peut-être que ce contenu-là, il l'intéresse pas en fait. Et il l'intéresse tellement pas qu'il ne va même pas naviguer sur ce site-là, être sur la page en question et sur les autres pages. Donc c'est plutôt comme ça qu'il faut lire les taux de rebond. Dernière astuce, et je vous le donne, évitez de regarder les taux de rebond au global sur votre site. C'est exactement ce que je viens de vous dire là, une page contact, une page article de blog, une page d'accueil, c'est normal de ne pas avoir le même taux de rebond. D'accord? Voilà. Ah, je vois qu'il y a la petite loupiote du chat qui démarre, et ben il n'y a pas de souci. Quatrième astuce, les liens externes. On oublie trop souvent les liens externes. Alors je commence tout de suite par la définition parce que attention à pas comprendre le truc à l'envers. Un lien externe, c'est un lien qui pointe de votre site vers l'extérieur. À ne pas confondre avec le backlink qui est un lien qui pointe de l'extérieur vers votre site. D'accord? Moi, ce dont je vous parle, ce sont des liens externes, des liens que vous allez faire sur votre site vers d'autres sites. D'accord? On pense que c'est pas utile, ou on pense que c'est pas grand-chose, en fait, ça peut être très puissant. Et c'est très sous-estimé, même par certains SEO experts. Donc je vous garantis que c'est pris en compte par Google, par les moteurs de recherche, pour déterminer, on va dire, la puissance et l'indice, on va dire, de confiance d'un site. Un site qui ne fait aucun lien externe, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui est louche dans cette histoire. Maintenant, un site qui fait que des liens externes, c'est pas bon non plus. Il faut toujours trouver un bon équilibre. Donc, le conseil, c'est faites des liens vers des sites, des autres sites en qui vous avez confiance et que vous avez vérifié et approuvé. Voilà. Ça veut dire que si vous ne savez pas vers quoi faire un lien, ne faites pas un lien vers n'importe quoi. Donc évitez les liens sur Wikipédia, ce genre de choses, c'est pas forcément utile. Ça veut dire qu'il faut aller chercher aussi les sites qui sont dignes de confiance, qui sont intéressants en rapport avec ce dont vous parlez sur votre site, d'accord? Évidemment, vous êtes sur un site, vous êtes prestataire de service, vous n'allez pas faire des liens vers vos concurrents, c'est évident. Et il y a peut-être d'autres liens qui sont intéressants. Donc, faites-le et vous allez voir, ça va créer de l'intérêt, en fait, ça va envoyer aussi un signal positif à Google, et ça, c'est toujours bon à prendre. Alors, la balise H1 et les fameux sous-titres. Alors, la balise H1, pour ceux qui ne savent pas, c'est le titre de votre page. Attention, ne confondez pas le titre de votre page avec le title dont on a parlé avant. Le title, c'est le titre de la fenêtre, c'est ce qui apparaît dans la liste de résultats, c'est la première chose que voit l'internaute, le fameux lien bleu. Le titre H1, c'est le titre de la page dans le contenu. Ce titre est un critère SEO de Google. Je me demande si ce n'est pas le premier critère qu'ils ont proposé dans leur moteur de recherche. Il est hyper important, il est fondamental en fait. Ça permet, donc le titre H1 permet à Google et notamment au moteur de recherche de savoir de quoi parle la page, évidemment. Et ça permet aussi de structurer en fait le contenu, les fameux titres à chaîne. Je vais vous montrer sur la slide d'après un petit peu comment ça fonctionne. Il doit contenir le sujet principal de manière naturelle, c'est logique, mais parfois on donne peut-être des conseils en disant utilisez mots-clés, faites des optimisations. Non, la première recommandation c'est voilà, ça doit être naturel. Votre article parle de la recette du kouglof version Thierry Mulot, et ben voilà, le titre H1, ça va être la recette de ma version de la recette du kouglof de Thierry Mulot. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller inventer des choses. Il faut rester sur le sujet. Il doit être unique. Ça, c'est important. Les titres H1 ne peuvent pas être en doublon. C'est lié aussi à un critère un petit peu Google. Et alors là, on n'a pas de limite de caractère. C'est sûr que d'un point de vue marketing, je pense qu'un titre doit être plutôt court, plutôt punchy.
Mais sachez qu'il n'y a pas de limite. Donc les titres qui font 3-4 lignes, ça pose pas de problème. Il faut aussi penser à l'internaute. S'il lui faut 5 minutes pour lire le titre, c'est il y a quand même un souci. Mais voilà, il y a un équilibre à trouver. Et moi, je pense qu'un titre de 2 lignes écrit de manière naturelle, voilà, qui explique clairement le sujet de l'article, eh ben, c'est très bien. Pas la peine de chercher plus loin. Voilà. Alors, les sous-titres, c'est autre chose, c'est ce qu'on appelle les HN, hein, les H2, H3, H4, H5 et H6. C'est tout simplement ce qui permet de structurer en fait votre contenu. Donc le H2, c'est le titre de niveau 2, H3, titre de niveau 3, et ainsi de suite. En fait, ça permet notamment pour l'internaute d'avoir un contenu qui est lisible. Et la lisibilité, vous imaginez pas, mais c'est vraiment très important dans un contenu. Donc, on en a besoin, c'est nécessaire. Si vous n'avez pas assez de possibilités, on va dire, de créer au moins un sous-titre dans votre texte, c'est qu'il y a peut-être un problème avec votre texte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est là où on est un peu plus SEO, entre guillemets, en réfléchissant à ajouter, on va dire, les mots-clés stratégiques. Ce que ça veut dire aussi, que je vous ai peut-être pas mis là, mais c'est un peu aussi une évidence, c'est ne mettez pas tous vos mots-clés dans chacun des H2, et voilà, il faut quand même garder une lisibilité, un intérêt pour l'internaute. Il y a un autre aspect aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'internautes, quand ils sont dans une recherche d'informations rapides, en fait, ils vont lire votre contenu en Z. Et c'est justement ce Z, la diagonale du Z, ils vont lire les titres de niveau 2 et de niveau 3. Donc, voire de niveau 4 et de niveau 5. Donc, n'hésitez pas à être punchy là-dedans, à utiliser des synonymes parce que c'est toujours bien plus utile, et encore une fois, à être unique. Si vous mettez tous vos HDE, genre acheter, 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 ça va pas fonctionner. Puis ça sera trop perçu comme une suroptimisation, ça risque de ne pas être bien vu. Alors, à droite, le petit bloc sur la droite, c'est la hiérarchie qui doit être respectée. Ça, c'est un principe qui est lié à l'HTML. Donc, j'avais dit que je vous ferai pas de code HTML, mais je vous ai quand même mis ça parce que c'est quand même important. La structure, elle doit bien être équilibrée. Donc, si vous regardez bien, on voit qu'on a le H1, le H2, le H3, et ensuite le H2 et le H3, et ainsi de suite. D'accord? Ou alors vous avez le H1 et ensuite les différents H2. Ce qu'il faut éviter, c'est les sauts de H. D'accord? Là, on voit qu'il y a un H1 qui passe au H3 directement et il n'y a pas de H2. Alors, ça peut paraître vraiment un peu bête parce que, Google arrive à lire le contenu quoi qu'il arrive. 2, l'internaute, ça lui pose pas de problème. Mais en fait, c'est le genre de petit détail qui fait une énorme différence. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que Google et les moteurs de recherche, je vous fais une petite parenthèse un peu technique, a une nécessité en fait d'analyser les contenus, de comprendre de quoi ça parle évidemment, mais surtout de tout simplement envoyer le moteur dessus pour essayer d'identifier de quoi il s'agit. Et en fait, ce travail-là, eh ben, ça lui coûte quelque chose à Google. Ça lui coûte de l'énergie, peut-être même de l'électricité et très probablement de l'argent. Donc, il n'a pas que ça à faire en fait de vérifier pourquoi il manque un H2, pourquoi il manque un H5, ce genre de choses. Si c'est sur une page, c'est pas trop grave. Mais si vous avez un site avec des milliers de pages, même des centaines de pages, ça peut commencer à lui poser problème. Et en fait, Google, c'est comme un enfant, j'ai envie de dire. Parfois, il veut que ça soit comme lui il veut. Voilà. Il veut que ça soit comme ça. Faites-le. Voilà. Discutez pas, faites-le. Voilà. Donc, les balises titres, H1, HN, ainsi de suite, ils ont énormément d'impact et c'est vraiment un critère, mais depuis très longtemps, c'est comme ça et c'est toujours comme ça. Donc, faites-le, c'est facile à faire. Vous avez les possibilités de le faire, donc faut pas hésiter. Alors, un petit topo sur les images. Donc ça, c'est, je pense, un des aspects les plus sous-estimés en SEO, probablement un des plus faciles. Donc, c'est un peu ce que je vous expliquais au début avec notre ami Bill Gates. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les moteurs de recherche, ils ont pris conscience que, enfin ça fait longtemps, mais ils ont pris conscience de l'importance de type de contenu. On a les contenus de type texte, vidéo, et on a bien sûr les images. Peut-être que vous avez entendu, il y a 2-3 mois, c'était ouais, peut-être septembre-octobre, Google a complètement refondu son outil de Google Images pour être beaucoup plus puissant, utiliser l'intelligence artificielle, entre guillemets bien sûr, pour essayer d'améliorer justement les résultats. C'est pas un hasard,
c'est parce qu'il y a beaucoup d'internautes qui recherchent uniquement par l'image. Et c'est pas que pour les déficients visuels, mais c'est aussi pour eux que vous devez remplir ce qu'on appelle les balises alt. ALT. Donc cette balise-là, elle permet à Google d'identifier le contenu de cette image. Donc le plus simple, c'est tout simplement d'écrire ce qu'il y a dans l'image. Attention, soyez naturel en fait. Dites voilà, c'est une photo d'un enfant qui joue avec son père. Et ben dites-le. Voilà, un enfant joue avec son père. Voilà. Et comme ça, lui, ça le permet d'identifier de quoi ça parle. Après, bien sûr, il est devenu un petit peu plus malin, il fait de la comparaison, il est capable de détecter des choses. Mais rien que remplir ça, ça peut beaucoup vous aider. Ne répondez pas à ce vieux mythe SEO qui doit dater peut-être d'il y a 10 ans où on disait mettez des mots-clés avec des fautes d'orthographe. C'est 100% faux, ça n'a jamais fonctionné et ça ne fonctionnera jamais. Utilisez simplement le contenu de la photo pour expliquer ce que c'est. Il y a aussi autre chose, c'est ce qu'on appelle la contextualisation. Une image toute seule, c'est assez difficile de savoir de quoi il s'agit. Alors que si c'est une image qui est intégrée dans un texte et qu'elle a un rapport, on va dire, avec le texte, bah du coup, Google va comprendre de quoi il s'agit. Et c'est aussi à ça que ça sert. Et une image, c'est un petit plus, on va dire, dans un article, comme une vidéo, comme une bande son audio, ce genre de choses. Sur les aspects de légèreté, on va en parler juste après sur le chargement. On a des formats qui sont naturellement, on va dire, légers, comme le JPEG ou le WebP qui est apparu assez récemment. Bah voilà, utilisez-les, c'est assez facile. La plupart des outils vous permettent de compresser en JPEG. Vous avez une bonne image, une bonne qualité et qui pèse pas trop lourd. Donc utilisez-les, c'est facile. Alors justement, sur la vitesse de chargement de page. Alors vous le savez peut-être, mais vous le savez pas et vous allez le découvrir. Et c'est vrai que plus vos pages y mettent de temps à charger et plus c'est pénalisant. Évidemment pour l'internaute, parce que l'internaute, comme on le sait, il est très pressé, il n'a pas trop envie d'attendre. Donc ça pose deux problèmes en réalité, c'est que l'internaute, il arrive, il n'est pas assez patient et donc il peut quitter votre site, mais surtout, il peut se dire, ok, la dernière fois que j'étais sur ce site, ça a galéré pour charger, donc je reviendrai plus jamais. Donc c'est double effet qui se coule quoi. C'est que du coup on est certain qu'un internaute ne reviendra jamais. Donc ça pose quand même problème. Et puis les moteurs de recherche, c'est ce que je vous ai expliqué avant, ils n'ont pas le temps en fait. Il faut qu'ils analysent un grand volume de données, de data. Si la page elle se charge pas, bah hop, ils passent à la suite et puis merci au revoir. Hein. Et puis votre page, elle apparaît jamais dans Google. Pas parce que le contenu est mauvais, pas parce que vous n'avez pas fait de lien interne ou de lien externe, mais juste parce que la page elle est trop lourde à charger. Alors, il y a vraiment beaucoup de recommandations par rapport au chargement de page. Précision aussi que depuis l'été 2021 et le lancement des signaux web essentiels, pour Google, le chargement de page et l'affichage de la page est devenu un critère SEO. C'est un sujet qui fait beaucoup de débats dans la communauté, mais moi je peux vous dire que ça a une incidence réelle sur le positionnement. Évidemment, ça dépend d'un certain nombre de paramètres. Donc voilà, moi je vous conseille de tester vos pages. Google propose un outil gratuit qui s'appelle Google PageSpeed Insight. Donc voilà, vous mettez l'URL de votre page, vous appuyez sur un bouton et il vous dit ce qui pose problème et pourquoi c'est lent. Donc on a tout à disposition, autant y aller. GTmetrix, c'est un concurrent, on va dire, mais qui est aussi gratuit et qui fournit pas mal d'informations. Donc c'est plutôt bon. Il y a aussi des outils payants, mais je n'en ai pas trop forcément parlé. Je vous ai mis aussi un petit top 3 des soucis que je vois le plus souvent en fait dans mes audits. Et vraiment, c'est tout le temps comme ça. Donc le poids des images, j'en parlais juste avant, c'est quand même un truc qui est très très facile à optimiser. Donc voilà, on se retrouve avec des pages, avec des images qui pèsent des dizaines, voire des centaines de mégas. Hein. J'ai vu des choses assez hallucinantes parfois. Donc c'est vraiment facile. Alors, la lenteur du serveur, c'est peut-être un peu plus technique parce que c'est vrai que très souvent, on va acheter un serveur mutualisé pas très cher et puis on se dit que voilà, on a fait une économie. Bah ouais, mais sauf que si vous avez beaucoup d'internautes qui arrivent sur votre page en même temps, bah ça peut poser problème. Et puis le dernier point, bah, je vous en parlais, c'est le non-respect des critères du signal web essentiel. Donc il y a un certain nombre de critères très précis. Voilà.
respectez-les. Et puis vous allez voir que, vous allez améliorer un petit peu voilà, la vitesse de chargement. Les internautes qui vous connaissent pas, ils vont être contents. Ceux qui vous connaissent, ils vont se dire cool, il y a eu une amélioration sur le site et je suis aussi content. Et puis Google va être content. C'est un peu le but du jeu. 8e petite astuce, donc là c'est the astuce numéro 1 si vous avez un article de blog, ajoutez un sommaire. Alors un sommaire, voilà, qui va en fait très souvent récupérer les titres de niveau 2 et de niveau 3 de votre article. Donc vous voyez l'importance finalement d'avoir une structuration de titre qui est bien en place. Ça permet justement à ce sommaire de se créer assez facilement. Alors, à quoi sert le sommaire, hein? Ça, c'est pas Internet qui l'a inventé, hein. Les tables de matière dans les livres, c'est pas ça servait plutôt pas mal. Et aujourd'hui, encore une fois, c'est que voilà, en un clin d'œil, l'internaute, il voit les différentes sections de votre site et peut-être qu'il va aller cliquer sur celle qui l'intéresse le plus. Donc, si vous avez un contenu qui est long, voire très long, que l'internaute arrive tout en haut de la page et que la chose qui l'intéresse est tout en bas, plutôt que de scroller, vous lui offrez la possibilité d'arriver directement en bas. C'est magnifique. Voilà. Donc c'est simplement une encre qu'on ajoute très facilement. Tac, on appuie, on se retrouve en bas. Et puis alors il y a un autre avantage, c'est pour les moteurs de recherche, c'est que du coup chaque section de contenu va permettre, on va dire, de se positionner sur certains mots-clés et de créer ce qu'on appelle un site links. Alors je voulais faire une petite démo. Est-ce que ça va fonctionner? Ça va être le grand moment. Je vais ouvrir ici google.fr, tac. Alors je vérifie sur mon partage si vous voyez mon écran. D'accord. Et qu'est-ce que j'avais dit? C'est un semi-troll, mais on est gentil avec les SEO. On va mettre qu'est-ce que le cluster thématique? On va scroller un petit peu jusqu'ici, tac, tac, tac. Et vous voyez que ici, il y a un contenu qui s'appelle infographie sur le cluster thématique en SEO. Et en dessous, vous avez 3 liens. Un lien qui s'appelle qu'est-ce que le cluster, la page pilier, ainsi de suite. Si ici, je clique directement sur qu'est-ce que le cluster, il va m'envoyer directement au milieu de la page. Vous pouvez le voir ici avec ma fenêtre qui est vraiment venue se mettre en milieu de page, à l'emplacement où j'ai cliqué. Donc c'est magnifique parce que c'est simplement Google qui a récupéré le titre de niveau 2 de ma page et qui a créé un lien qui permet d'y accéder directement depuis la SERP, depuis la liste de résultats de Google. Et vous voyez que là, en fait, en un clin d'œil, vous avez créé une interaction supplémentaire sur la page de Google que peut-être les concurrents n'auront pas. Donc c'est vraiment très facile à mettre en place. Ça peut être fait manuellement. Il y a des modules qui existent pour tous les outils. C'est vraiment un système qui est très simple et je vous garantis que c'est très efficace parce que aujourd'hui, on cherche quand même une information précise. Donc ça, c'était The Astuce si vous avez un article de blog. Et puis là, on va passer à The Astuce pour la fiche produit. Karim, je suis bon sur le temps là, je suis à 30 minutes, je pense. Oui, Ouais, oui, très bien, très bien. top, Pas de souci, top, très bien. top. Et ben de toute façon, on est à la 9e astuce, donc on est bon. Si vous avez une fiche produit, donc ajoutez une microdonnée. Alors une microdonnée, c'est quoi? Je vous ai mis une petite définition à côté, donc ce sont des informations complémentaires sur le contenu de votre page à destination des internautes. Voilà, donc on utilise parfois le terme de données structurées, d'extraits enrichis, de rich snippet ou structured data. Bon, retenez, ce sont par exemple les petites étoiles qui apparaissent quand vous tapez avis vérifié de l'hôtel bidule dans Google. Là, vous avez des petites étoiles qui apparaissent. Ça, ce sont des données structurées en fait. Ce sont des micro-données. Donc, pareil, ça peut être mis en place sur les fiches produits et ça va augmenter, on va dire, la visibilité pure en fait de votre page directement dans la SERP. Donc, ça va intéresser forcément l'internaute. On peut faire beaucoup de choses. On peut, par exemple, il y a un micro-données qui concerne les recettes, qui concerne les événements, qui permettent de faire remonter la date, le nombre de participants, le lien même d'inscription, le prix. Il y a vraiment beaucoup de choses. On a aussi les avis qui remontent, le nombre d'avis, la moyenne d'avis. On a les carousels d'images, donc ça peut être carrément des images qui apparaissent en dessous, ou même des vidéos. On a le fameux how-to qui est, on va dire, une box qui apparaît genre comment faire, et puis vous avez les étapes du tuto qui apparaissent directement dans la SERP, et puis le FAQ aussi qui fonctionne. Donc très simplement, j'ai envie de dire, vous pouvez vous différencier
grâce à l'ajout de ces microdonnées. C'est quand même formidable. Voilà. Donc encore une fois, alors les microdonnées s'appliquent à tout type de page, hein. C'est pas que pour les fiches produits, hein. Ça peut marcher aussi pour les pages de catégorie, ça peut marcher aussi pour les articles de blog, ça marche vraiment pour tout. Mais pour les fiches produits, c'est vraiment bien parce qu'on va pouvoir faire monter le stock, le prix, la promo, et tout ça est pris quasi instantanément par Google. Alors ça, c'est quand même fort. Et par les autres moteurs de recherche aussi. Voilà, dernière astuce, vous ne savez pas quoi faire. Les 9 astuces qui viennent de passer, bon, vous ont pas super emballé, vous vous êtes dit ok, tout ça c'est en place. Je suis sûr que la 10e, vous l'avez pas faite. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez ajouter un outil de carte de chaleur. On sort un petit peu du principe du SEO pur pour aller plus sur l'analyse comportementale. Donc les cartes de chaleur, ce sont des outils qui vont vous permettre d'identifier le comportement des internautes sur vos pages. Et ça va justement vous fournir des informations sur qu'est-ce qui se passe sur votre site et pourquoi est-ce qu'ils ne cliquent pas sur le bouton acheter, pourquoi est-ce qu'ils ne cliquent pas sur le call to action que vous avez mis en avant dans votre article, pourquoi est-ce qu'ils ne lisent pas vos articles. Je vous ai mis quelques exemples de solutions. Donc on a surtout Content Square, Chameleon et AB Testing qui sont des solutions françaises. Donc Cocorico, on les met en avant, mais ce sont des outils payants. Alors qu'on a Clarity qui est de Microsoft et qui est gratuit, Hotjar qui est aussi une solution américaine et qui a une version gratuite utilisable, surtout pour les petits sites. Pour les gros sites, il faut payer. Et Crazy Egg, c'est un autre outil qui est plutôt sympa aussi, mais qui est aussi payant et qui est américain. Ceux qui posent la question, peut-être je les vois déjà dans le chat qui dit ah tu n'as pas parlé de Google Optimize qui est une autre solution gratuite. Mais en fait Google nous a annoncé qu'il stoppait le service en septembre 2023. Donc malheureusement on va plus pouvoir s'en servir, on va dire sur le long terme. Si vous avez envie quand même d'aller le tester, c'est un très très bon outil qui en plus est connecté avec Analytics. Enfin voilà. Donc je ne vais pas vous faire un topo parce que j'ai déjà fait pas mal de conférences sur le sujet, mais la carte de chaleur, ça vous donne des réponses concrètes parce que vous voyez le mouvement de souris de l'internaute, vous voyez sur quoi il clique, sur quoi il ne clique pas. Vous pouvez avoir énormément d'informations que votre Google Analytics ne vous donnera pas, que vos outils on va dire de suivi Analytics ne vous donneront pas. Donc avec la carte de chaleur, vous pouvez aller plus loin que, on va dire, les évidences et essayer d'aller identifier ce qui cloche sur votre site. Voilà, on en a terminé avec les 10 tips actionnables dès demain. Avant de lancer l'audit live, eh ben, on va aller regarder un petit peu les questions. Je vous ai mis mon Twitter, mon LinkedIn, et évidemment le 410-gone.alsace fondamental. Karim? Oui. Donc toi, tu ne vois pas les questions, Dan? Pas du tout, je vois aucune question. Ok. Alors, je vais commencer. Il y en a eu quand même plusieurs. Une question de Marie. Alors, pour un média, c'est normal d'avoir un taux de rebond. Et comment fait-on? Alors, pour un média, donc la Alors, question, peut-être c'est est-ce que un taux de rebond élevé, j'imagine? élevé, je pense, ouais. Ouais, je pense. Alors, c'est pas tout à fait normal si sur tes articles, tu as des taux de rebond qui sont élevés, puisque a priori, le but d'un article, c'est d'amener l'internaute à voilà, avoir une réflexion sur le sujet qui est rédigé et peut-être à s'intéresser au sujet. Donc, un taux de rebond élevé sur un article d'une page média, c'est problématique. Clairement, c'est problématique. Après, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que dans le premier paragraphe, on va dire dans la première chose que visualise l'internaute, est-ce que la réponse à sa question ne s'y trouve pas déjà? Et parfois, il y a des rédacteurs, et il y en a beaucoup des très bons, qui sont capables de synthétiser en un seul paragraphe le contenu d'un article qui fait 2000 ou 3000 mots. Donc, si le premier paragraphe répond à la requête, à la question que se pose l'internaute, ou la raison pour laquelle il arrive sur la page, ça peut être bon. Et on va dire que quand même assez souvent un taux de rebond élevé sur un article de contenu long, c'est quand même assez problématique. Voilà. Autre question? Ok, merci. Alors, j'ai une question de Claire. J'ai entendu plusieurs fois qu'on pouvait mettre un champ par section et non par page. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que ça peut optimiser notre référencement?
Alors, ça, c'est un débat dans la communauté SEO, et là, je sais que Olivier Andrieux, notre pape à tous, est pas du tout d'accord avec moi. Je suis pas d'accord avec lui. Pour moi, il ne faut qu'un seul titre H1 par page, parce que c'est le titre de votre page, c'est comme ça que la structure HTML a été pensée à la base. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'un seul titre H1, qu'il faut qu'il soit le premier titre que le moteur de recherche voit et que l'internaute voit, et que c'est le plus important. Et que créer des H1 par section, bah, c'est une mauvaise pratique en HTML et c'est une mauvaise pratique pour la compréhension de la structure. Voilà. Ok, merci. Sur une autre question, donc sur un H1, quel niveau de précision faut-il indiquer pour un produit d'un site e-commerce? Ben, je pense qu'il faut être le plus précis possible, justement. Alors, j'imagine que dans ta question, il y a les déclinaisons, donc le poids, peut-être la couleur, ce genre de choses. Je pense que le titre H1 ne doit pas par défaut afficher la déclinaison, mais par contre, si l'internaute il modifie voilà, dans la liste déroulante et il dit je veux du rouge taille 45, bah ça pourrait modifier le titre H1. Et ça serait plutôt pour l'internaute que pour Google, parce que cette modification, Google le verrait pas forcément. Moi, je pense qu'il faut être précis, très précis. Par contre, ne pas utiliser des termes du genre acheter mes chaussures taille 44 couleur rouge, ça c'est pas très intéressant. Il faut que voilà, qu'est-ce que c'est que ce produit? Peut-être mettre la marque aussi si c'est intéressant. Voilà, ça c'est important dans une fiche produit. Voilà. Ok, merci. Alors, il y a des questions qui arrivent aussi. Alors là, c'est pas une Merci. question, c'est une remarque de Mathieu Allard que tu dois probablement connaître. Non, pas toi, Dan, pas balise alt, attribut. C'est vrai que Oui, c'est alors c'est vrai. l'attribut alt de la balise image, c'est ça, hein? Exactement, ouais. Vraiment, je m'en suis rendu compte quand je l'ai dit. Je me suis dit, j'espère qu'il n'y a pas de, de développeurs dans le chat. Bah si, en effet, c'est l'attribut alt, en effet, et pas la balise. Et je pense que c'est parce que comme je parlais de balise H1 et de balise titre, je me suis un peu emmêlé les pinceaux, évidemment. Merci pour ce rappel, Michael. Alors, on a une question d'Hugues. Hugues, est-il nécessaire de nommer l'image, le JPEG? J'imagine le fichier, je pense. Alors, Est-ce que c'est un critère SEO? Alors, c'est pas un critère, en réalité, pas vraiment un critère, c'est un petit détail, et vous savez que les détails font la différence en SEO, donc oui, c'est mieux de le faire. Mais si maintenant sur votre site, les 10 000 images qui s'y trouvent ne sont pas renommées, ne vous prenez pas la tête à les renommer. Faites-le plutôt pour les prochaines fois. Alors, il y a quand même quelques petites subtilités. Vous ne devez pas utiliser de symboles, ni d'accent, ni d'espace dans vos titres d'images. Pourquoi? Parce que les différents navigateurs pourraient mal interpréter, ou ceux qui utilisent encore des anciens navigateurs pourraient avoir du mal à ouvrir le fichier. Voilà, donc utilisez un nom-du-fichier.jpeg ou ce que vous voulez. Voilà, et là vous êtes tranquille. Mais la balise alt est indispensable, alors que le nom du fichier, un peu moins, on va dire. Ok. Une autre question, quel juste milieu entre contenu sur mes pages produits et ma partie blog? Quel juste milieu? Il n'y a pas de juste milieu. Sur le blog, tu dois avoir le gros de ton contenu qui doit y être, et la fiche produit, elle doit exprimer ce que l'internaute va trouver, va acheter, va recevoir, quelles sont les fonctionnalités. Si la question c'est par rapport aux mots, c'est une fausse question, parce que, enfin, c'est pas, c'est pas une fausse question, mais il peut y avoir des articles de blog courts qui sont efficaces, et il peut y avoir des fiches produits avec des contenus longs qui sont aussi efficaces. Si tu as beaucoup de choses à dire sur ta fiche produit parce qu'il y a beaucoup de caractéristiques et qu'il faut expliquer dans quel cadre ça entre en ligne de compte, ben ton contenu va forcément être long. Voilà. Alors qu'un article de blog efficace, et ça je le répète, n'a pas besoin d'être long. Ça c'est un mythe qui vraiment qui perdure, et je l'ai encore vu ce matin sur LinkedIn, où on dit qu'il faut qu'un article de blog fasse 2000 mots. C'est totalement faux. Un contenu qui fait 500 mots peut tout à fait fonctionner s'il est pertinent, efficace, unique. Et c'est ça qui est difficile, c'est de faire un contenu court unique aujourd'hui, c'est devenu très difficile parce qu'il y a beaucoup de rédacteurs et beaucoup de gens qui rédigent du contenu. Donc rédiger un contenu court unique, c'est difficile.
mais c'est pas impossible. Et la performance n'est pas du tout liée au nombre de mots. Google s'intéresse pas du tout au nombre de mots. Il veut trouver la meilleure réponse et la réponse la plus pertinente. C'est ça qui l'intéresse. Voilà. Je rajouterais juste pour compléter on peut également mettre un lien vers un article de blog sur une fiche produit. Ça se Exactement. fait, Alors ça, ça se fait assez souvent. c'est du maillage interne auquel personne ne pense, mais à un moment donné, vous devez aborder quelque chose qui est complexe à expliquer en quelques mots. Bah, faites un lien vers l'article où vous expliquez comment ça marche. Et en plus, vous allez faire baisser votre taux de rebond parce que du coup, l'internaute va naviguer sur votre site. En plus, il peut découvrir les autres articles dont vous parlez sur le blog et ça, c'est génial. Donc oui, ça c'est, j'aurais même pu le mettre dans le maillage interne. J'y ai pas pensé, mais je le ferai la prochaine fois. Ok, alors il y a d'autres questions. Alors, Google me détecte des problèmes d'ergonomie mobile sur certaines pages. Quand je lui demande un test URL en direct, je remarque que Google n'arrive pas à charger suffisamment rapidement mon menu et me Ouais. provoque des problèmes. Comment résoudre ce problème? Et ben pour ça, il faut justement utiliser l'outil de PageSpeed Insight qui va permettre de répondre aux problématiques de chargement de la page. Et d'abord, tu dois résoudre ça avant de t'attaquer à l'ergonomie mobile. Parce qu'en fait, l'outil de détection de Google qui est lié au mobile, il est quasiment 100% basé sur c'est le même robot qui vient analyser ta page. Donc c'est quasi, tu parles à Google en fait quand tu fais cette demande-là. Et s'il te dit qu'il y a un problème de chargement, je te garantis, faut le prendre vraiment en compte. Donc là, il y a un problème de chargement de page qu'il faut résoudre en premier avant de s'intéresser à l'ergonomie mobile. Voilà. Ok. Il est 11h45, est-ce que tu veux qu'on fasse une dernière question? Et après, on Ouais, on va lance faire. les audits? Ça tombe bien, il y en a une dernière. Donc, quelle est la Ok. meilleure technique pour la pagination? Alors, la pagination, la meilleure technique, elle porte un nom. Alors, le nom m'échappe. En fait, c'est un système qui dit que à partir de chaque page, tu as accès à toutes les pages de pagination. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 1000, ou de faire 1, 2, 3, 4, 5, il faut que tu cliques sur la cinquième page pour avoir les 5 pages qui suivent, bah en fait, c'est un système, alors je sais plus, le nom m'échappe, j'ai sur le bout de la langue, mais j'oublie, mais je redonnerai ça pour le replay. En gros, c'est un système qui dit que quand tu es sur la première page, tu vois les 5 premières pages, et quand tu es sur les autres pages, tu peux voir par dizaines, ou par centaines, ou par milliers. Et en fait, ce système-là fait que depuis toutes les pages, tu peux avoir accès à l'intégralité des pages de pagination. Et en plus, tu n'as pas de problème de chargement. Donc, si tu me laisses une minute, je peux te trouver le nom, parce que là, c'est une astuce qu'on me demande souvent. Alors attends, je vais te donner ça. Voilà, Concertina. Voilà, c'est exactement ça. C'est ce qu'on appelle la pagination en concertina. Je te le mets ici dans le chat. Tac, si tu peux leur envoyer. Voilà, donc c'est le terme qui est utilisé voilà, pour finalement définir ce format de pagination. Voilà, en espérant avoir répondu à la question. Oups, alors je vais l'envoyer. Tu tapes ça dans Google, hein, bien sûr, et tu verras, il y a plein d'articles hyper intéressants qui t'expliquent le principe et comment le mettre en place. Ok. On passe à l'audit. Voilà. Et ben voilà, les deux premiers qui envoient leur site, bah c'est parti, on va faire un petit audit, regarder un peu ce qui se passe. Alors voilà, de préférence, hein, prenez votre site, voilà, pas forcément le site d'un concurrent. L'idée c'est vraiment d'essayer de vous apporter des astuces Voilà. concrètes, ou pas des trolls non plus, parce que je sais qu'il y en a dans le lot. Alors, on a eu plusieurs propositions. Est-ce que tu les vois? Non, tu les vois pas? Donc, Je vois pas du tout. Est-ce que tu peux m'envoyer? Je te dirai ce que j'en pense. alors, je vais essayer de t'envoyer ça. Voilà, je viens de t'envoyer un premier lien Ok. et j'ai un deuxième. Alors, on a ça.
Donc c'est Christine hein, qui propose ce site. Ok, eh ben c'est très bien. Alors, on va accepter les cookies, on est sympa. On va faire deux, trois petites choses. On va faire ça comme ça. On va s'y aller sur un outil formidable qui s'appelle SEO Observer, qui est un outil qui a été créé pour les SEO par les SEO. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce site? Petite astuce toute simple que je vous donne, vous prenez votre site, vous faites site 2 points avec l'URL de votre site dans Google, et ça vous affiche en fait toutes les pages qui sont indexées par Google et qui sont en fait enregistrées tout simplement dans la base de données de Google. C'est très révélateur en fait très souvent. Alors est-ce que c'est le site de Christine, c'est ça? Christine, si je te Oui. dis 217 pages sur ton site, est-ce que tu confirmes oui ou non? Est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins? Voilà, rapidement. Est-ce que tu as cette information ou pas? En attendant, je regarde un petit peu. Page d'accueil avec du contenu, ça c'est toujours bon à prendre. On a des avis, on a des call to action qui apparaissent, enfin qui ont en tout cas attiré mon regard, en tout cas attiré ma souris. Donc voilà, ça là, c'est intéressant, ça aussi. Là aussi, le je veux un devis, je l'ai vu apparaître quand je suis descendu en bas. Elle a répondu sur le nombre de pages ou pas? C'est pas grave Non. en attendant, on va aller. Ah oui, si, pardon. Oui, ça paraît cohérent. Oui. Ça paraît cohérent, d'accord. Donc ça, c'est vraiment très simplement de savoir s'il n'y a pas un petit peu déjà un problème entre le nombre de pages qui sont dans la base de données de Google et le nombre de pages réelles de votre site. Ça a l'air d'être un petit détail, mais je vous garantis que c'est important. Plus vous vous approchez de la réalité, plus vous êtes proche des 100% et plus vous avez de chances que vos pages s'indexent rapidement, soient pris en compte rapidement et que la réalité de votre site soit bien pris en compte par les moteurs de recherche et notamment Google. Vous avez probablement accès à votre Search Console, l'ancien Google Webmaster Tool. C'est un outil très important qui va vous permettre de savoir comment Google voit votre site. Donc utilisez-le, il est gratuit, il y a toutes les données qui sont dedans, donc utilisez-le. Et ça, c'est une des premières choses que nous, on regarde quand on fait des audits. Est-ce que le nombre de pages qu'il y a dans le site correspond euh, à l'indexation? Alors, j'ai un petit outil ici qui va me dire ce que c'est. Donc c'est un WordPress qui utilise Matomo Analytics et GA4. Donc ça c'est plutôt bien pour tout ce qui concerne la partie, on va dire Analytics. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a un Rank Math, donc c'est un module qui est utilisé pour WordPress pour faire des optimisations SEO. Alors, bon, moi je suis pas pro module, mais plutôt français, donc on utilise pas mal SEO Press et SEO Key, qui sont deux outils voilà, créés par des Français, donc on aime bien. Alors moi, il y a deux trucs que je regarde. Le robot.txt, ça c'est un fichier qui a priori déjà existe sur tous les sites web. Là on voit qu'on a un petit malin qui nous a rajouté des petits messages, avec plaisir. Donc c'est un fichier, il est installé sur tous les sites de la Terre et il permet en fait, il donne des indications au moteur de recherche. C'est, je pense, le premier fichier, si je ne me trompe pas, qui est chargé en fait lorsque votre site est analysé par les moteurs de recherche. Donc il y a tout un tas d'informations intéressantes qui sont en plus visibles par tous. Bon, je vous expliquerai pas trop dans les détails, mais ce qu'il y a là, ça correspond un petit peu à ce qu'on trouve habituellement sur les sites WordPress. Il n'y a pas grand-chose. Moi, ce qui m'intéressait, et c'est pour ça que je l'ai ouvert, c'est ça. C'est donc le sitemap, qui est le fichier qui va regrouper en fait l'intégralité des pages du site. Et ça, c'est une information que vous avez configurée sur votre site. Donc vous êtes maître. Ça, c'est pas Google qui a décidé de ça. Donc qu'est-ce qu'on voit là? Ici, on a un plan de site qui concerne les posts. Donc on est sur un WordPress, ce sont les articles. Il y a 137 URL. Là, on a les pages. Il y en a 74. OK. Ça, c'est les news. Il y en a 0. Là, c'est les vidéos, il y en a une. Et là, c'est quoi? C'est local sitemap. Alors, première chose, à quoi sert ce sitemap? Vous envoyez à Google, vous lui dites va vérifier mes pages de type news et il n'y en a pas dedans.
Donc ça, c'est tout à fait le genre de détail que Google il déteste. Arriver sur quelque chose qui ne lui sert strictement à rien. Le sitemap, c'est pas un critère, mais c'est quelque chose qui est important. C'est une information que vous pouvez transmettre à Google. Donc ce genre de détails-là, enlevez-les. Focalisez-vous sur ce qui est important sur votre site et fournissez ça à Google. Les pages articles, les pages de votre site, votre page d'accueil, c'est ça qui est important. Donc là, on a quand même plutôt pas mal de contenu. Je vais cliquer au hasard sur tac 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 sur l'article qui a le plus d'images. Donc là, j'ai vu qu'il y en avait 14 sur le premier. On va enfin quasiment le premier. On va aller cliquer là. 14 images sur un article, c'est plutôt costaud. On va aller voir ce qu'il y a. On voit tout de suite qu'on est sur un article qui est assez long. Pas mal de choses, plutôt bien structuré. Alors, il y a des images puisque le sujet a l'air. C'est une étude de cas, hein, si je comprends bien le principe. Suivi masse salariale, 10 KPI à connaître, pipe, quick, MS. Alors, là, on voit tout de suite que le title n'est pas optimisé. Alors, c'est pas tout à fait ça. Il est optimisé, mais simplement avec Rank Math, vous avez appliqué une option qui ajoute automatiquement le titre de votre site à la fin de l'URL. Si je fais un test vraiment basique en faisant un site de points, il m'affiche ici le title et en dessous la méta description. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Sur le title, il a repris le titre en fait de votre site. C'est dommage. On pourrait récupérer ces caractères-là pour ajouter peut-être une incitation au clic pour l'internaute. Le Quick MS, il n'a pas grand intérêt à cet endroit-là. Et très honnêtement, je vais vous dire, un internaute qui tape suivi masse salariale Quick MS, il tombera sur votre page directement sans qu'il y ait besoin d'avoir l'indication dans le title. Donc vous n'avez pas besoin. Là, vous pouvez récupérer donc il y a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voire peut-être 11 avec l'espace qu'il y a près du 2 points. Donc 11 caractères, on peut faire quelques mots avec 11 caractères supplémentaires. Voilà le genre d'optimisation qu'on peut faire. Autre chose, je l'ai sélectionné là, votre méta description n'est pas du tout optimisée. C'est-à-dire que ça récupère en gros les 150 premiers caractères et là ça ressemble un petit peu à votre menu. Donc ça c'est le genre de choses que vous avez la main pour optimiser. Comme c'est pas un critère, n'y passez pas des heures. Mais je pense que là, en 15 minutes, on peut d'une part annoncer un petit peu qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'on va trouver, et finalement, la meilleure métadescription, ça serait une synthèse du sommaire. Donc j'en ai parlé, le sommaire, hein, c'est vraiment excellent système. Alors là, c'est vraiment un bon sommaire. Je peux vous féliciter parce que la plupart des sommaires arrivent juste en dessous des titres ou voilà, c'est pas toujours parfait. Là, c'est nickel. J'ai cliqué sur égalité entre les femmes et les hommes. J'arrive sur le titre, j'ai ma section qui apparaît. Donc là, on est vraiment bon. Petit bouton aussi qui est bien utile pour remonter. Voilà, ça c'est aussi pour améliorer la lisibilité. Qu'est-ce que j'ai vu dans ce sitemap? Alors les sitemaps de pages, il y a des choses toujours intéressantes qu'on peut trouver. Donc là, on voit qu'on a la structuration complète, l'arborescence complète en fait du site qui apparaît, hein. On voit comment ça a été fait. À mon avis, il y a un SEO qui a taffé sur le sujet parce qu'on voit bien les URL un peu optimisées. Vraiment, voilà, par exemple ça, logiciel, gestion, entretien individuel, entretien professionnel obligatoire, c'est le genre d'URL qui sont plutôt très optimisés. Voilà. Alors, ce que je vais faire, parce que l'idée c'est d'aller un petit peu à l'essentiel, je voulais aller sur SEO Observer. Est-ce qu'il peut me l'ouvrir ou pas? Tac, tac, tac. Ici. Non, c'est là. Ouais, je vais juste le mettre comme ça. Donc avec SEO Observer, on a en gros une carte d'identité très rapide, une fiche d'identité rapide du site. Voilà, donc ici on a les données qui sont liées à l'autorité, donc le fameux Trust Flow, Citation Flow. Alors je ne vais pas vous faire un cours de SEO, mais vous dire une chose qui est très importante et fondamentale, écoutez-moi bien, les informations qui sont là ne sont pas prises en compte par Google. D'accord? Ce sont simplement des indices qui sont réalisés par une entreprise qui s'appelle Majestic. Et Majestic, c'est pas Google. C'est une donnée qui peut avoir un intérêt dans un certain nombre de cas, mais ce n'est pas Google Majestic. Donc peut-être que ici, sur ces indicateurs-là, on a l'impression que le site est d'autorité, puisque bon, 23 de Trustflow 26, bon, c'est pas exceptionnel, mais c'est plutôt bon, et on a un profil qui est plutôt cohérent, mais c'est
pas parce que c'est joli là que c'est le cas pour Google. Faites bien attention à ça. Actuellement, on n'a aucune idée ou presque de la manière dont Google perçoit l'autorité. Il nous dit que des sites en provenance de sites de qualité, c'est mieux qu'en provenance de sites de pas de qualité, mais étant donné qu'on ne sait pas définir ce que c'est qu'un site de qualité, forcément, c'est pas évident. Ici, on a un autre indicateur qui provient cette fois de SEMrush. À nouveau, SEMrush, ce n'est pas Google, c'est une base de données, on va dire publique, un petit peu payante quand même, mais qui permet d'avoir une indication sur les sites web. C'est une tendance en fait, à nouveau, ça donne une tendance, mais ça donne pas tout. Alors première chose à savoir ici, quand vous voyez là ce fond jaune qui peut apparaître, alors je ne sais plus s'il apparaît sur SEMrush, mais en tout cas sur SEO Observer il apparaît, c'est la mise à jour de la base de données de SEMrush. Ça veut dire qu'aux alentours de juin-juillet 2022, il y a eu beaucoup plus de mots-clés qui ont été pris en compte dans la base de données de SEMrush. Pardon. Donc en fait, l'amélioration que vous avez là, ce n'est pas une amélioration. C'est juste qu'il y a des nouveaux mots-clés qui apparaissent dans la base de données, donc du coup, SEMrush vous détecte sur plus de mots-clés, tout simplement. Et en fait, on le voit bien derrière que vous avez un plateau qui n'a pas bougé. Donc en fait, ici, il faut vraiment voir votre évolution, elle n'a pas bougé jusqu'aux alentours de décembre, enfin novembre-décembre 2022, où là, vraiment, il y a une montée. Tout ce qu'il y a avant, c'était à peu près du même niveau. Alors bon, le trafic organique, très honnêtement, ne le regardez pas, parce que ça correspond vraiment à rien du tout. Je suis désolé, hein, si SEMrush regarde, mais leur data est totalement fausse, et pour ça c'est simple, vous pouvez connecter votre Google Analytics ou un certain autre outil d'analyse, et vous verrez tout de suite que les trafics n'ont strictement rien à voir. Moi, j'ai jamais vu des cas où c'était la même chose. Donc, j'utilise jamais. C'est complètement inutile. Je vous conseille plutôt de vous baser sur, bien sûr, la Search Console qui est le meilleur outil et plutôt sur les mots-clés, même si encore une fois, c'est particulier. Bon, je le fais encore en 5 minutes et après, c'est réglé. Donc, comme ça, on aura fait un petit topo sur l'autorité. Il y a un aspect qui est très important avec les fameux backlinks, donc les liens qui viennent de l'extérieur vers vous, c'est l'encre. L'encre, c'est l'élément HTML sur lequel se trouve votre lien. Et en fait, avec ces outils, on peut savoir. On voit que à 17% des backlinks que vous recevez, c'est le nom de votre site.fr. Ça, c'est très bien. À 10%, on a une encre vide, donc c'est probablement le fameux attribut alt qui n'a pas été rempli sur une image, peut-être votre logo. Ici, à 11%, on a le nom de votre site et ainsi de suite. Alors, il n'y a pas tout à fait de règles, mais on a l'habitude de dire quand même en SEO que les encres exactes, donc ici on est sur je vais juste pas me tromper, pas dire de bêtises, c'est un logiciel en gros de RH, si j'ai bien compris, de gestion RH. Donc il faut éviter les encres où il y a écrit logiciel de gestion RH. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle une encre exacte. Ça peut fonctionner, mais c'est très très dangereux. Donc là, on voit qu'on a un bon profil de lien, un bon profil d'encre, et ça fonctionne plutôt pas mal. Bon, il y aurait vraiment des tonnes d'autres choses à dire. On peut regarder vite fait, mais ouais, moi je pense que voilà, assez rapidement, les premiers trucs que j'ai vus, c'est le sitemap, les titles qui sont pas optimisés. Je vais aller regarder vite fait sur ici la solution de pilotage RH, puisque j'imagine que ça c'est l'une de vos pages les plus importantes. Qu'est-ce qu'on a là? Donc là, on a le fameux logiciel gestion de ressources humaines. Alors déjà, on a un petit problème. Je vais vous montrer ça aussi. Ici, tac. Logiciel gestion des ressources humaines. Voilà, à nouveau, on a nos 11 caractères qu'on pourrait récupérer. Qu'est-ce qu'on a envie que l'internaute y fasse, en fait? Quel est l'objectif de votre page au final? C'est pas juste de lui présenter votre produit. Ce que vous voulez, c'est lui donner lui montrer les avantages que vous avez par rapport aux autres. Donc évidemment, là on a une difficulté parce que ressources humaines c'est déjà très long, logiciel gestion ça fait long. Il faut que vous trouviez en 11 caractères qu'est-ce que l'internaute va trouver, qu'est-ce qui va percuter pour que il ait envie de cliquer sur votre lien. Ok, on s'arrête là-dessus, et on passe au suivant. Ouais, je te l'ai mis dans le chat, Ouais, hein, j'ai le vu. deuxième. Entrelwebzine.fr. Oui. Alors déjà, il y a un premier truc qui moi me choque, mais alors au possible, on va juste vérifier si c'est pas juste le lien qui pose problème.
Ok, c'était juste le lien. Ce que j'ai vu, c'est qu'il n'y avait pas d'HTTPS dans l'URL que tu m'avais envoyé. Et ça, c'est vrai que l'HTTPS, c'est là, on parle même plus de critères, hein, c'est une évidence. Alors, je sais qu'il y a encore des gens qui font des sites qui ne sont pas sécurisés. Mais clairement, aujourd'hui, c'est devenu la norme. Tous les sites doivent être sécurisés. Pour moi, il y a pas débat, il n'y a pas de discussion. Donc, on va même pas en parler plus que ça. Ok, donc là, on est sur un webzine, donc un magazine en ligne qui ressemble, voilà, avec des photos, du contenu, tac, tac, tac. Alors, je vais tout de suite utiliser mon petit outil hein, qui me fait gagner un petit peu de temps. On a un WordPress, semble-t-il un WooCommerce qui est une boutique en ligne pour WordPress. On a un Yoast qui est installé. Bon, on va pas commencer à critiquer, mais c'est vrai que Yoast, c'est vraiment un outil qui est très très dépassé par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui sur le SEO, on va dire. Voilà, il Qu'est-ce a que un tu formulaire conseilles UTX. comme module SEO? Moi, je conseille deux modules. SEO Press, qui a été développé par Benjamin Denis, un développeur. Maintenant, ils ont une grosse équipe, ils font du multilangue. L'outil est vraiment très complet. Il y a une version gratuite et payante, c'est souvent comme ça. Et l'autre outil, c'est SEO Key, qui a été créé par Daniel Rock, qui est un SEO que beaucoup de gens connaissent dans la communauté, et qui a une approche différente, on va dire, de la plupart des outils, qui est, comment dire, c'est-à-dire, on l'installe, on appuie sur un bouton et puis il fait tout pour nous. Voilà. Donc c'est quand même assez formidable parce que souvent il faut quand même paramétrer, passer un petit peu de temps pour le faire. Et SEOKey bah, le fait à notre place parce qu'en fait ce sont toutes les recommandations qu'ils ont récupérées dans la communauté SEO et bien sûr qu'ils connaissent qui sont appliquées sur le site. Si on veut, on peut passer en mode sur mesure, mais par défaut, on appuie sur un bouton et tac tac tac, il vous règle tous les problèmes et il vous configure votre site. Donc c'est vraiment pas mal comme principe. Voilà. Ok, Alors, merci. même truc hein, que pour l'autre, on va aller vérifier deux choses assez vite. On va aller prendre ça ici, on va aller le mettre dans SEO Observer pour voir ce qui se passe. Tac, tac, tac. Profite de liens complètement différents. Donc là, on a quoi? 1320 résultats, ouais, donc on est vraiment sur un webzine, un magazine en ligne avec du gros contenu. On va aller voir le robot TXT. À nouveau, donc ça c'est Yoast qui nous l'a ajouté, on est très content. Oh là! Alors là, je vois un truc qui fait carrément peur, qui fait carrément flipper, qui est même étonnant. Comment c'est possible? Le site devrait même pas être indexé en fait dans Google, puisque là l'indicateur qui est donné, c'est alors peut-être il manque quelque chose là sur le Disalo, mais ça il faut l'enlever absolument parce que c'est censé dire à tous les robots ne prenez pas en compte. Je pense qu'il manque un caractère et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Mais ces deux lignes-là, il faut les enlever tout de suite, là, maintenant, parce que sinon, votre site peut être désindexé. Alors, si ça marche pas, c'est qu'il n'a pas pris en compte le robot TXT, ce qui est plutôt bizarre. Voilà, à vérifier, mais c'est quand même plutôt bizarre. Alors, attendez, je vais faire deux, trois petits tests rapides. On va ouvrir tous les sitemaps. Tac, tac, tac. Donc là, on voit tout de suite qu'on a affaire à un Yoast pas configuré en fait. Alors il y a plusieurs choses que je peux vous dire pour ça. D'abord, ici, tac tac tac, ici, voilà. Là, on a la liste de toutes les catégories du site. Et en fait, sur les catégories, sur WordPress, par défaut, il ajoute dans l'URL ça, le slash catégorie. Alors attention, n'activez pas la fonction tout de suite dans votre Yoast parce qu'il va vous modifier les URL et ça va être un souk pas possible. Mais il faut savoir que quand vous mettez en ligne un WordPress par défaut, que vous installez n'importe quel module SEO, la première chose à faire, c'est de désactiver ce slash catégorie qui pose un peu problème dans les URL. Là, vous n'allez pas pouvoir le faire comme ça parce que c'est un peu dangereux, mais sachez que ça, il va falloir trouver une solution dans un futur assez proche. Donc ça, c'est le premier truc que j'ai vu qui pose problème. Donc là, on a quoi? On a 43 URL ici. Là, il y en a 700, donc 750. Là, il y en a une, 5, donc 755, d'accord. Tac, tac, tac. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on en a 500. Hop.
peu près à 1200, on est à peu près à 1300. Et là, il nous avait sorti aussi 1320, donc on est assez proche, on va dire, entre l'indexation et le nombre d'articles sur le site. Alors je vais cliquer au hasard. Il n'y a rien de, il y a rien de problématique. Hop, je vais cliquer là. La révolution du prêt-à-porter, d'accord. Qu'est-ce qu'on a sur le title? Exactement même remarque que précédemment. À nouveau, le titre du site apparaît directement dans le title. C'est pas utile en fait, parce que un internaute qui va taper Entrez Webzine va forcément trouver votre site. Ça, c'est pas du référencement, c'est ce qu'on appelle de l'indexation. C'est complètement différent. Il va taper le nom de votre site, Google connaît entrelwebzine.fr, il va vous afficher la page d'accueil du site. Voilà, vous n'avez pas besoin de le mettre sur toutes les pages. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bon, alors ça, il va falloir le résoudre, hein. Autre truc que j'ai vu, donc il y a des sitemaps qui sont chargés, qui sont pas forcément utiles. Bon, alors les tags, ça c'est un gros débat, on pourrait en parler, mais ici, le sitemap qui présente les auteurs. Alors, les auteurs, ça c'est un grand débat. On va aller essayer de voir, je sais pas, celui-là par hasard. Ok, donc c'est la fondatrice, on est bien tombé. Voilà, donc c'est une page qui présente en fait la fondatrice, l'auteur, voilà, l'autrice qui a rédigé ses contenus. On a un petit texte et ça va afficher, on va dire, les articles qu'elle a rédigés. Donc ça, c'est une bonne pratique parce que ça permet de créer une page identifiée sur le site de l'auteur, mais c'est pas toujours utile. Là, on est dans une situation où c'est un magazine en ligne, donc il y a vraiment l'importance de mettre en avant la rédactrice, l'autrice des sujets, c'est important. Mais il y a beaucoup de WordPress où en fait on se rend compte, et même d'autres sites, où l'auteur n'est pas important. Donc vous n'avez pas besoin d'indexer les pages d'auteur. Là, c'est utile, mais c'est pas toujours utile. Bon, je vais cliquer sur le premier lien pour voir un petit peu ce qui sort. Et on va faire un petit topo, parce que je vois qu'il est déjà midi 15, un petit topo sur l'autorité. Alors, l'autorité, là il y a des choses à dire. Je vais regarder deux trucs, je vais regarder ça et je vais revenir sur le domaine. Ok, donc là on a affaire à un site qui sur le papier à nouveau a pas l'air terrible, hein. On est sur un trust flow qui est plutôt faible. Bon, 16, c'est pas mauvais non plus, hein, mais c'est vraiment pas exceptionnel. Là, ce qui est un petit peu plus choquant, c'est le citation flow, qui est un indice utilisé par Majestic pour comment dire, identifier la qualité des liens que vous recevez. Et là, 9, c'est vraiment très mauvais. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le fait qu'il soit plus faible que le trust flow, c'est un très mauvais indicateur en général. C'est-à-dire que les liens que vous avez reçus sont vraiment de mauvaise qualité. Ou alors, ils n'ont pas d'autorité. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est pas tip top. Moi, je ferai attention à ça. Il y a aussi un autre aspect là qu'on voit. Donc, vous avez ici la ligne qui concerne les domaines référents. Attention de ne pas confondre les domaines référents et les backlinks. Un backlink, c'est une page, un lien qui provient d'une page d'un site. Donc, vous pouvez avoir plusieurs backlinks qui viennent d'un seul site. Que le domaine référent, c'est le site en tant que tel. D'accord? Donc, moi, je regarde plutôt les domaines référents. Chacun fait un petit peu comme il veut. Donc, les domaines référents, là, on voit que le site est récent, hein. Il a démarré, voilà, il y a un peu plus d'un an, voilà, un an. Il n'y a pas beaucoup de domaines référents. Et puis, alors, il y a un autre aspect, c'est ici ce qu'on appelle le topical trust flow. C'est en fait la catégorisation de sites, voilà, des liens que vous recevez. Alors, c'est pas un indicateur fondamental, mais encore une fois, ça peut donner un petit peu un indice sur la qualité. Là, on voit que il y a des sites avec la catégorie société, recreation, regional, business, un petit peu tout et n'importe quoi, quoi. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle le profil de lien et pas forcément très très bon. Donc là, peut-être à vérifier pour essayer d'améliorer ça, essayer d'avoir des sites qui sont un peu plus dans la même catégorie. Bon, ça peut présenter parfois un détail pour les SEO, mais c'est vrai que c'est pas mal. Même remarque ici sur la base de données SEMrush, donc des nouveaux mots-clés, il n'y a pas vraiment beaucoup de mots-clés en plus hein, par rapport à ce que vous aviez avant. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y a un truc intéressant que j'ai pas montré pour le site précédent, mais on a une différence entre, je vais vous le montrer ici, entre évidemment un backlink que vous recevez et un backlink que vous recevez, mais qui en plus est indexé par Google. Évidemment, si Google il n'arrive pas à accéder
à ce backlink, bah, il a quasiment aucun intérêt pour lui. Donc faites attention aux informations que fournissent les outils, parce que ce qui est surtout important, c'est de savoir si Google, lui, il voit la page sur laquelle le lien est posé. Donc là, on a un outil avec SEO Observer où en fait, il va aller checker est-ce que cette page franchiseparis.com /fr/partenaire, est-ce qu'elle est indexée dans Google? Ce site-là, est-ce qu'il est indexé dans Google? S'il n'est pas indexé dans Google, bah, c'est-à-dire que Google ne l'a pas pris en compte, ça veut dire que ce backlink, il n'a aucune valeur. Alors, en gros, un résumé, hein, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est un petit peu ça. Voilà. Alors Karim, je te vois plus, mais est-ce qu'elle a posé une question par rapport à ça? Est-ce qu'elle veut que je regarde, il ou elle d'ailleurs, une page en particulier? Bon, on est dans une structure de blog assez classique. On sait que là, le but, c'est de fournir les contenus les plus rapidement possible à Google. Là, on est vraiment dans un projet, on va dire un site, où ce qui est important, c'est que Google puisse accéder rapidement aux contenus pour qu'il puisse rapidement les indexer, pour qu'il puisse rapidement les proposer à l'internaute. C'est ça, en fait. La bataille, elle est là, en fait. Donc, pour être rapide, il faut avoir des images qui chargent vite, un site qui charge vite. On peut aller le passer vite fait dans le PageSpeed Insight pour voir ce qui nous sort. Non, c'est pas les pages jaunes qui m'intéressent, je te remercie. Hop, voilà, PageSpeed Insight. Alors peut-être prendre la page d'accueil, c'est pas une super idée, je vais plutôt prendre un article de blog directement, comme ça on verra un petit peu ce qu'il raconte. Voilà, ça prend un petit peu de temps, ça va me prendre 2-3 minutes, il va analyser les problèmes. Je ne vais pas tout vous détailler, mais là on voit tout de suite que selon les critères de Google, vous n'avez pas passé, on va dire, à 100% l'évaluation des signaux web essentiels. On va attendre vite fait pour qu'ils nous disent ce qui se passe. On est dans le orange, hein, donc c'est pas hyper grave. Là on voit qu'il y a du vert. Ok, c'est un peu plus grave quand même. Voilà, donc la note que vous avez sur mobile, elle est de 24 sur 100, hein, forcément c'est pas bon. Sur bureau, vous avez 80 sur 100, c'est bien mieux, mais c'est pas du tout exceptionnel, hein. Aujourd'hui, l'exceptionnel enfin l'exceptionnel presque normal, c'est 100%, et en mobile, l'exceptionnel, c'est 90. Donc si vous êtes en dessous de 70-80, c'est vraiment pas terrible. Ah, j'ai la page qui bug. Est-ce que je peux la recharger ou pas? Bon bref, je vais vite fait regarder, donc il y a quoi? J'ai vu qu'il y avait des problématiques de format d'image, donc de compression d'image. Ok, bon, ça lui pose un problème. On va quitter la page, tic tac touc, et on va recommencer ici. Pendant ce temps qu'il cherche, on va regarder. Alors, ici, moi j'ai un petit outil qui s'appelle SEO Minions. On a un truc que vous pouvez rajouter sur votre Google Chrome ou Firefox. Et en fait, en cliquant dessus, il va vous ouvrir une petite petit panneau là, vous allez pouvoir analyser très rapidement. Donc par exemple, en cliquant sur le premier élément, il va vous dire OK, l'URL c'est ça, il y a 1465 mots, 12 000 caractères. Ça c'est le title. Donc bien sûr, on voit que le titre de la page a été repris automatiquement avec le titre du site. Donc forcément, on est dans une situation où on a un title qui n'est pas du tout optimisé. Alors là, il nous met 60 caractères, mais vous pouvez dépasser à 70. Là, c'est pareil, enfin c'est pas tout à fait pareil, mais on a, semble-t-il, il faudrait peut-être vérifier, mais oui, ça a l'air de reprendre à peu près le contenu de la métadescription. C'est pas forcément parfait, parfait. Voilà, ce que je voulais voir, c'est ici, on a justement la structure des HN dont je vous ai parlé avant. Donc on a le H1, ensuite on a un H2, ensuite on a un H3, H2 et H3. Bon, qu'est-ce qui vous choque là? Il y a bien un truc qui vous choque tout de suite. C'est ça. Voilà, on a ici le ShareZis ici et le ShareZis en bas ou peut-être là sur le côté qui sont pris en compte dans la structuration de votre contenu. Là, Google, il se dit, OK, ShareZis, ça fait partie de la structure du contenu. Bon, bah ça ne devrait pas, parce que ça ne fait pas partie du contenu, c'est autre chose. Donc là, ce que vous devez faire, c'est modifier, donc là, ça joue dans les widgets de WordPress, j'imagine, modifier ça pour enlever la structuration de titre. Les titres doivent uniquement faire partie de votre contenu en fait. Le reste, c'est pas utile de le faire. Voilà, qu'est-ce qu'on voit? Il y a des H4. Ah, bah là, on a quoi? Oui, H2, H3, H4, ok. On a des choses intéressantes. Ici sur le bas, bah, c'est pareil. Tous les éléments qui sont autour du contenu
utilisent des H2 et ça c'est pas normal. Donc la navigation de l'article, ce qui concerne ici le partage, ça, tout ça, vous n'avez pas besoin de mettre des H2 dessus. C'est pas nécessaire quoi. Voilà. Alors est-ce qu'il a fini l'autre ou pas? Ok, il a fini. Et en plus la note elle est encore plus mauvaise qu'avant. Elle était à 24 si je me souviens bien. Ok, donc bon, je vais pas vous expliquer tout ça, mais ce qu'on doit comprendre, c'est que le premier élément de la page, donc le pixel 0 qui ne pèse strictement rien, mais vraiment poids plume, il met déjà 3,8 secondes à charger. Donc ça, c'est soit un problème avec votre serveur, qui est un serveur mutualisé, probablement pas très puissant, soit il y a quelque chose sur WordPress qui empêche en fait Google, on va dire, d'accéder au chargement de la page et au moteur de recherche et même aux internautes de manière générale. Et ça, c'est pas bon. Donc là, on voit que ça, c'est vraiment pas terrible. Donc là, il y a quoi? Il a détecté ça, par exemple. Il y a les images qui sont hors écran, c'est-à-dire qui sont hors de ce que voit l'internaute, qui commencent à se charger, voire qui attendent en fait le chargement complet de l'image avant de charger le reste de la page. Donc pour ça, il y a une astuce toute simple qui s'appelle le lazy load. Et en fait, c'est un système qui dit que l'image ne se charge pas tant que l'internaute ne le voit pas à l'écran. Voilà. Ce qui fait que quand l'internaute il arrive, il n'y a pas de chargement de page des autres images qui sont en dessous. C'est seulement quand il va scroller vers ces images-là qu'elles vont se charger. Avoir l'intérêt SEO, mais de manière assez basique, c'est un système qui marche assez bien. Ici, on voit aussi qu'il y a des images qui sont très très lourdes, hein. Là, on est à 2 mégas, c'est vraiment énorme. Alors, je connais ce débat, hein, c'est on veut de la qualité pour les images et on ne veut pas qu'elles soient dégueulasses. Ben, il y a un format qui s'appelle le WebP qui est vraiment très très fort sur la compression et en plus il est compatible avec WordPress, donc il faut s'en servir. Alors je dirais pas qu'on va descendre à 200 kg, mais si on peut descendre à 500, on fait déjà une grosse économie, hein, parce que là, cette image-là, elle est vraiment beaucoup trop lourde. Je sais pas si on peut l'ouvrir. Ouais, on peut l'ouvrir. Donc voilà, c'est celle-là. Elle apparaît où? Je sais même pas où est-ce qu'elle apparaît en plus. Bah voilà. Il y a une image qui charge quelque part et je sais pas d'où elle vient. Donc cette image-là, elle devrait pas être là, elle devrait pas poser ce poids, peser, pardon, ce poids-là. Elle est beaucoup trop lourde, d'accord? Le reste, ça a l'air d'aller. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, ça c'est OK. Bon, le JavaScript, là, on rentre un peu plus dans la complexité. Ça aussi, les éléments qui bloquent le rendu. Donc là, vous êtes sur un WordPress, vous pouvez utiliser des outils. Bon, je fais un peu de pub, mais il y a WP Rocket qui existe par exemple. Il y a W3 Total Cache, si je me souviens bien. Et voilà, il y a plein d'outils qui permettent justement d'optimiser, on va dire, le chargement des fichiers, le chargement des images. Voilà. Et vous trouverez vraiment plein de moyens avec WordPress pour améliorer tout ça. Voilà. Ok, merci, Est-ce qu'il y a merci encore Dan. peut-être des questions? C'est bon pour tout le monde? Non, Marie disait juste, donc si je comprends, alors bon, il y a quand même pas, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de points à améliorer, hein, mais Ouais. stratégie backlink à mettre en place et refaire le code pour l'indexation. C'est ce qu'elle Ouais, nous disait dans le chat. voilà, et puis voir les titles un petit peu méta. Donc vous pouvez faire un petit audit technique pour essayer de savoir qu'est-ce que vous pouvez améliorer là rapidement. Voilà, moi c'est ce que je ferais. Les backlinks, vous pouvez regarder ça un peu dans un second temps, mais c'est vrai qu'il faudra un petit peu améliorer tout ça. Voilà, après, je vous avais mis, hop, je vais vous le remettre ici, donc mon Twitter, mon LinkedIn, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez vraiment des questions précises sur la conférence ou même sur autre chose, hein, je réponds avec grand plaisir. Et voilà, et puis je crois qu'il y a le replay qui va arriver, donc pour ceux qui nous voient en replay, eh ben, c'est la même chose, merci à vous. Ouais. Merci Dan. Alors je vais juste ajouter en C'est de rien. complément pour les personnes qui sont encore là, qui sont connectées, voilà les prestations que peut réaliser Dan ou d'autres agences d'ailleurs, comme par exemple de l'audit un peu plus poussé que ce qu'on a fait aujourd'hui, de la réécriture de balises, de la rédaction de contenu. Il y en a peut-être d'autres Dan, mais en tout cas c'est principalement ça en SEO. Alors, nous, on est vraiment spécialisé dans les stratégies de contenu, c'est-à-dire les D'accord. stratégies SEO et les stratégies notamment de contenu, où on va justement réfléchir pour mettre en œuvre une stratégie sur le long terme. Donc, c'est pas Ok. seulement du one shot, on va juste améliorer les titles, c'est pourquoi Google considérait votre site comme étant la référence du domaine et qu'est-ce qu'on doit faire pour toucher l'internaute et le convertir. Nous, on a une approche qui est héroïste, qui est liée à la conversion et pas uniquement le trafic. Voilà.
C'est comme ça qu'on voit les choses et on essaye de mettre en œuvre des stratégies dans ce but-là en premier. Voilà. Ok. Ouais, très bien. Donc je disais, toutes les prestations que peut proposer Dan ou d'autres agences peuvent être prises en charge par l'Eurométropole de Strasbourg ou par la région dans le cadre d'aides financières, hein. Donc Exactement. là, il y a quand même des critères d'éligibilité selon votre localisation et selon votre activité. Donc le plus simple, c'est de nous contacter à la CCI pour faire le point sur votre ou vos projets numériques et voir si vous êtes éligible. Donc pour ça, un seul contact, je vous le donne là dans le chat, c'est l'adresse econum@alsace.cci.fr. Je vous la redonnerai également par mail. Vous aurez également mes coordonnées, mais je préfère que vous passiez par cette adresse mail générique et voilà, on traitera votre demande avec mes collègues à la CCI. Et voilà, nous on est aussi en capacité évidemment de vous réaliser un diagnostic de maturité digitale comportant également des recommandations premier niveau en SEO, en référencement. Voilà. Et donc ça, c'est en général réalisé dans le cadre de dispositifs d'aide, hein. On a toujours ce diagnostic. Voilà. Donc n'hésitez pas. Il y a des aides qui peuvent aller grosso modo jusqu'à 6 000 euros. De 3 000 à 6 000 euros selon les dispositifs. Donc ça peut être très intéressant voilà, pour développer vos projets numériques. Voilà. Merci Dan, merci à tous les participants. On Merci est Dan. resté un peu plus tard que d'habitude, hein, mais c'était super intéressant. Voilà, donc je vous enverrai le lien pour le replay. Le prochain webinaire CCI, c'est le 7 février. Alors, c'est un sujet qui se rapproche. Comment animer son site web pour bénéficier d'un bon référencement? Donc là, on sera plus sur le contenu, sur voilà, les moyens de mettre à jour son site. Voilà, donc voilà, il y a un sujet proche du référencement, mais on est plus dans l'animation, hein, quelque part. Voilà. Merci Dan, merci à tout le monde, et puis bon Merci à tous appétit et à et toutes. bon après-midi. Au revoir. Au revoir.